Quand nous chanterons les temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux couleurs vermeilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne saura jamais fermer la douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arracaille, la 37e avec. Pour chanter le générique de la radio ce matin, chez nous, Alain Fregnault. On va conserver l'enregistrement, évidemment, et on va s'en servir pour nos prochaines émissions. On est des vrais profiteurs. C'est pas bien. Ben, on vous présentera donc cet invité musicien après la minute de militance du camarade Raymond Lascience qui va se la ramener aujourd'hui. Enfin, la minute, vous connaissez ces minutes, Raymond. C'est des minutes qui frisent le quart d'heure, mais enfin on s'est habitué depuis. Bon, je vais d'abord sécher mes larmes, si vous permettez, puis on attaque donc avec la revue de presse. Le président Nicolas Sarkozy perd encore 6 points d'indice de satisfaction, c'est à peu près toutes les semaines. Wouh Par rapport à octobre dans le baromètre Opinionway. Enfin, eux, ils écrivent ça, Opinionway, W-A-Y. Nous, personnellement, on l'écrira N-O-U-E, accent aigu E, Opinionway. Ce nouveau trou d'air s'expliquerait par le désaveu d'une partie des sympathisants de droite, visiblement troublés par les affaires Frédéric Mitterrand et Jean Sarkozy. Alors là, je m'adresse à Maman André. Il faudrait que je puisse la chanter comme NTM, ça va pas être possible, tant pis. Laisse pas traîner ton fils, si tu veux pas qu'il glisse. Faudrait pas laisser traîner le petit, madame, comme ça dehors jusqu'à pas d'heure. Il va finir par lui arriver des bricoles.
On espère au moins que de ces descentes au fond du puits, il finira par remonter du pétrole. Hein. Il y a quelques pays arabes qui ont prouvé que ça pouvait avantageusement remplacer les idées. La visite surprise à Dijon de l'ex-candidate Ségolène Royal a occulté l'objectif initial d'une réunion du Rassemblement social, écologique et démocrate aux grandes dames des participants et des organisateurs. Bon, il faut préciser que ça a tourné au cirque médiatique, hein, comme toujours avec Ségolène. Hein, elle affole littéralement les compteurs, les égos, les caméras. Enfin bon. Alors moi, je proposerais bien aux 2 finalistes du Carnaval 2007 de prendre ensemble en 2012, sans attendre, enfin bon, ils peuvent attendre 2012 s'ils veulent, une retraite que nous avons amplement méritée. On pourrait alors la qualifier joliment de retraite complémentaire. François Fillon profite d'un voyage diplomatique au Vietnam pour ironiser sur l'âge de Lionel Jospin. Il a besoin d'aller au Vietnam, jusqu'au Vietnam pour faire ça. Enfin bon. François Fillon, vous savez, c'est le fils du vitrier, là. Voyage diplomatique, on sait tous ce que ça veut dire, hein. Tu sais ça aussi, Robert, hein. Voyage diplomatique. Oui, je regarde tout ça d'une fesse distraite. Bon. Ça veut dire refourguer au niakoué les fleurons de notre industrie, de notre technologie, Rafale et autres oiseaux de mort, centrales nucléaires, enfin bon. Il devrait quand même savoir, le bon Fillon, ce que ça a coûté à Jospin de se moquer de l'âge du capitaine. Mais rien à faire, hein. C'est comme ça à l'UMP, on a une culture de bulot, et on en est très fiers. Bon. Fillon me donne envie de citer Winston Churchill. Non. Si. Une voiture vide s'arrête devant Matignon. François Fillon en descend. Mais peut-être que le qualificatif d'ectoplasme est déjà trop lourd pour notre courant d'air national. Hein. Bon. Et puis la semaine dernière, je vous avais promis un Sarquiz. Ah oui? Ouais, pour ironiser encore un petit peu. Ça a agité la blogosphère à peu près toute la semaine. Hein. On l'a vu partout, le Sarko. On l'a vu sur la Lune. En 1969, c'est vrai, oui. Il était. Oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est. Absolument. On l'a vu à la conférence de Yalta. On l'a vu. Enfin, il était partout. C'était assez amusant. Bon, c'était évidemment toujours pour ironiser sur sa présence à Berlin au pied du mur en 1989. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il faut vraiment enfoncer le clou? Je sais pas, mais puisqu'on l'avait promis. Ah non, il faut enfoncer, mais oui, mais bon, oui. Bon, d'accord. C'est un grand clou en plus. D'accord. Alors j'y vais. Voilà, pour bien comprendre le principe, hein, je vous pose une question. Si par exemple je vous dis quel grand explorateur, vous pouvez répondre tous les deux, hein, quel grand explorateur a quitté Venise en 1271 pour un voyage qui devait durer 24 ans? Alors là, Marco Polo. Ça, c'était le nom. Ça, c'était ce qu'on croyait. Oui. Ah non, il a espèce de cul con. C'était Marco Sarko. Non, Sarko Polo. Sarko Polo, la merde. Voilà, donc je vais poser les 9 questions suivantes du Sarko. Je suis encore les cons cramés. T'as trouvé Marco Polo, c'est déjà pas mal. Ouais. En tout cas, il faut réviser tous les manuels. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. On va raturer tout ça. Bon. C'est l'école laïque qui m'a inculqué ces notions. Donc Sarko Polo. Sur le même principe, je vous pose encore 9 questions, 9 autres questions. La deuxième, quel roi de l'ancienne Égypte est également appelé Amenhotep IV? Donc tout ça, en fait, on donnera, vous pouvez y réfléchir pendant 1h30, on donnera les réponses évidemment tout à la fin de l'émission. Hein. Donc je répète, quel roi de l'ancienne Égypte est également appelé Amenhotep IV, ou Amenophis je crois aussi, chez les Grecs? Quel empereur romain est aussi un philosophe stoïcien, ça c'est assez ancien, hein, qui est considéré, je fais tout ça dans l'ordre chronologique en fait, hein, donc on est en train de remonter dans l'histoire, qui est considéré comme le premier roi chrétien du royaume des Francs. 5e question, quel grand astronome est le théoricien de l'héliocentrisme? Alors, je ne vais pas donner de piste, hein, il n'était pas français en tout cas. 6e question, qui fut grand contrôleur général des finances de France sous Louis XIV?
Bon, c'est Robert qui donnera les réponses. Non. Manifestement, il est très sûr de lui. Non. 7e question. Qui a lancé le premier appareil à pellicule photographique? Ça, Alain va savoir répondre parce que c'est aussi un féru de photographie. 8e question. Quel natif de Neuilly, non, je sais à quoi vous pensez, c'est pas ça, a monté la première expédition française en Antarctique? Il le sait aussi, Robert, décidément. 9e question. Qui est le père de l'astronautique soviétique? Et enfin, 10e question. Qui a joué du pipeau au pied du mur le 9 novembre 2009? Voilà, donc comme je l'ai dit, nous donnerons toutes les solutions à la fin de l'émission. C'est tout pour aujourd'hui. À tout à l'heure ou à la semaine prochaine. Ah, et là, Raymond, là, franchement, tu fais fort, parce que il y a des auditeurs qui se réveillent, il y en a d'autres qui se couchent. Alors, ceux qui se réveillent auront une journée difficile, ceux qui se couchent vont avoir une nuit assez cauchemardesque. Enfin bon, c'est la radio, il faut vous y faire. Alors, c'est quand même un peu plus éducatif que France, je sais plus quoi, là, la télévision. Bon. Voilà, on va se tourner donc vers notre prestigieux invité musicien pour lui demander un petit peu de son curriculum vitae. Non, je déconne. Non, parce que Jean m'a dit que tu faisais de la musique en amateur, alors qu'est-ce que ça devrait être si tu la faisais en professionnel? Non, c'est purement en amateur, c'est pour le plaisir, on essaie de faire des choses un petit peu plus sérieuses dans le cadre du chœur d'adultes du conservatoire de notre ville, et puis sinon, c'est salle de bain depuis toujours, parce que j'aime en fait presque toutes les musiques, presque toutes. Musique classique bien sûr, toutes les musiques acoustiques, la plupart des musiques du monde, le jazz. J'ai juste un petit peu de mal, pardon à certains auditeurs, j'ai juste un petit peu de mal avec le rap parce que ça me manque un peu de chant pour moi, bien que je reconnaisse qu'il y ait des textes tout à fait intéressants. Voilà, alors ça c'est pour le fun. Bon, et qu'est-ce qui t'empêche de sauter le pas? Alors, c'est une question, t'es pas obligé de répondre, parce que c'est une question un peu con, mais on se pose la question parce que nous sommes des professionnels de la gribouille et de la barbouille plutôt que de la gribouille. Enfin, bon. Et on a dans nos rangs un certain nombre d'amateurs qui avaient ton professionnalisme pourrait prétendre être donc des professionnels. Voilà, donc par où t'es passé? T'es purement autodidacte? T'es un transfuge du Conservatoire national de musique? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Purement autodidacte, en effet, c'est ça. C'est d'abord le plaisir d'entendre, c'est ensuite l'envie d'essayer de reproduire dans un premier temps, parce que c'est tellement un plaisir physique de chanter, c'est tellement jouissif de sentir les vibrations dans le corps, c'est tellement agréable de mettre en résonance une salle, son corps, que c'est à peu près irrésistible. Et puis c'est petit à petit l'envie d'interpréter un peu. Alors franchir le pas de la création, après c'est autre chose. C'est plus difficile. Il faut passer certaines barrières pour écrire ses propres chansons. Et puis il faut acquérir la grammaire et le langage musical probablement pour le faire. Enfin au moins un minimum. Alors pour ma part, je me suis attelé à la guitare de manière à pouvoir accompagner le chant. Guère plus, je suis un tout petit guitariste, c'est pour essayer de soutenir la voix. Et en ce moment, bien que plus très jeune, puisque j'ai 55 ballets, j'essaie de progresser dans dans la musique telle qu'on l'écrit, telle qu'elle se lit, et je commence à devenir à peu près capable de déchiffrer les partitions sur lesquelles on bosse au conservatoire, sans pour autant en avoir encore une lecture très cursive, c'est-à-dire entendre la musique dans ma tête ou être capable de la chanter directement. Mais enfin, avec l'aide d'un instrument, un piano ou une guitare, je commence à déchiffrer à peu près convenablement mes deux clés de sol et de fa. J'avance, quoi. Je continue d'apprendre à mon rythme sans passer par une école. Et puis on a la chance, en travaillant au conservatoire, d'avoir une excellente chef de chœur qui est par ailleurs une très bonne chef d'orchestre, Deborah Waldman, et qui nous enseigne l'interprétation,
qui nous aide à faire le travail sur les nuances, sur l'expression, sur l'harmonie. Et là, on avance, voilà, c'est sympa. Et de quelle ville tu... À Saint-Mandé. À Saint-Mandé, oui. Oui, c'est pas une banlieue, c'est pas une banlieue difficile, on peut pas dire. Non, c'est relativement calme. Et c'est pas en bordure du bois de Boulogne, mais du bois de Vincennes, qui est quand même plus démocratique que le bois de Boulogne. Et ici passent les mêmes turpitudes, c'est moins connu. Et qu'est-ce que oui, la question bête et méchante que tous les grands intervieweurs posent à leurs invités artistes. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement devenir un chanteur, un guitariste, voilà. Il y a des gens dans le showbiz qui t'ont attiré, des textes, des mélodies. Je crois que la musique et le chant, ça remonte très très loin dans mon enfance. Autour de moi, sans doute, on chantait, on sifflait, on fredonnait en bossant. Je pense à mes parents. Et puis j'avais un grand frère de 8 ans, mon aîné, donc qui a découvert avant moi les joies de la radiophonie, de Salut les copains, où on retransmettait les artistes qui démarraient. Il y avait une espèce de foisonnement très important à ce moment-là. Et puis il y a eu comme ça quelques rencontres assez jeunes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a eu Dylan pour les textes et puis les musiques. Et puis en France, on a des géants. Enfin, Ferré pour moi, c'est un type immense. Brassens me donne énormément de joie, mais j'aime beaucoup de chansons. J'aime beaucoup Souchon. J'aime beaucoup. Enfin, il y a énormément de choses dans la production. On va dire de mon époque. qui m'ont plu énormément et qui m'ont donné envie de refaire pour moi, quoi, de faire avec eux, et voilà. Et puis petit à petit, le besoin a émergé d'avoir un instrument à minima pour soutenir un peu ça, quoi. D'accord. Tu as quelque chose, Jean, à ajouter? Non, je pourrais peut-être nous en refaire une petite. Donc Jean se défile, il repasse le témoin à l'invité. Allez, une petite. Alors dans les grands anciens, évidemment, dans les éternels, il y a Tonton Georges, bien sûr. Mais pas tout seul, là. Il avait un coup de main de Jean Richepin sur celle-là. Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne, ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baisers sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. Oh, les gens bienheureux, tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir le veut, par-dessus monts et bois et mer et vent, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère.
plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous, mieux, pour choyer cette femme et nourrir cette mère. Ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Ouais, ça c'est bouleversant. Trop belle. Et puis merci d'avoir choisi à la fois Brassens et Richepin. Ouais, voilà, c'est la conjugaison des deux, c'est explosif. Enfin pour moi, pour mes glandes lacrymales. Bon, c'est Arakaï la 37e. Vous avez entendu notre invité. Vous avez tordu vos mouchoirs. Bon, c'est bien. Vous pouvez continuer à nous écouter. Tout de suite, on va passer la parole à Jean qui va nous parler du manifeste du Boros. Dans sa série qui se rapproche un peu de l'art contemporain ou qui est en plein dedans. Oui, le manifeste du Bauhaus, ça date de 1919. Je le répète, ça date de 1919. Et c'est un manifeste, donc il faut prendre ça avec les réserves naturelles. Nommé directeur de l'école des arts décoratifs et de l'Académie des beaux-arts de Weimar en 1919, Walter Gropius réunit les deux institutions en une seule, baptisée, et désolé pour l'accent, Das Staatliches Bauhaus Weimar. Excellent choix. Marre-toi, n'empêche que tu le... Non, ça me donne envie d'apprendre. Tu la referas tout à l'heure. Il a pourtant épousé une Alsacienne, mais il n'a fait aucun progrès. Aucun. Alors, bien plus que le Corbusier, Gropius a été au cœur de l'esprit nouveau dont les nazis ont bloqué l'essor. Fondamentalement démocratique, sa réflexion vise à mettre l'architecture au service du logement du plus grand nombre et, dans cette perspective, à préciser les rapports entre activité artistique et production industrielle. Le but final de toute activité plastique est la construction. L'ornementer fut jadis la tâche la plus élevée des arts plastiques. Partie constitutive inséparable de l'art de la construction, il se complaise aujourd'hui dans une autonomie dont seuls peuvent les sortir de manière consciente, collective et concertée des représentants de tous les corps de métier. Architectes, peintres et sculpteurs doivent réapprendre à connaître et à comprendre la complexe mise en forme de la construction dans son ensemble et dans ses parties. Alors leurs œuvres seront d'elles-mêmes à nouveau emplies de l'esprit architectonique qu'elles ont perdu dans l'art de salon. Les anciennes écoles d'art n'ont pas pu produire cette unité, et comment l'aurait-elle pu d'ailleurs, étant donné que l'art n'est pas enseignable. Elles doivent de nouveau s'orienter vers l'atelier. Ce monde de dessinateurs et peintres doit enfin se tourner vers la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail manuel, parce qu'il n'y a pas d'art professionnel. Il n'existe aucune différence quant à l'essence entre l'artiste et l'artisan. L'artiste n'est qu'un artisan inspiré. C'est la grâce du ciel qui fait, dans de rares instants de lumière et par-delà sa volonté, le travail de ses mains devenir inconsciemment art. Mais la base du savoir-faire est indispensable à tout artiste. C'est la source de l'inspiration créatrice. Formons donc une nouvelle génération d'artisans, sans l'arrogance des classes séparées et par laquelle a été érigé un mur d'orgueil entre artisans et artistes. Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l'avenir qui embrassera tout en une seule forme, architecture, plastique et peinture,
qui s'élèvera par les mains de millions d'ouvriers vers le ciel futur, comme le symbole cristallin d'une nouvelle foi prochaine. Il y a des choses qui ont vieilli là-dedans. Hein. Non, moi non. Mais bon, il y a aussi des choses que j'aime beaucoup. C'est un petit peu véhément, hein, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est ça qui est intéressant. Les gens ils disaient les choses sans périphrase, ils allaient directement au cœur du sujet. C'est bien. Bon, en tout cas, ça n'a duré que le Bauhaus. En fait, ça n'a duré que 14 ans. Mais ça a marqué quand même. C'est à tel point qu'on n'en revient pas en fait quand on se rend compte que ça n'a duré que 14 ans. Ça a quand même été. Il y a eu une influence sur tout l'art moderne énorme. Hein. Voilà. Alors le manifeste du Bauhaus est inclus dans l'ouvrage Architecture et Société de Walter Gropius, hein, publié pour la première fois par les éditions du Linteau en 1995. Il est régulièrement réédité depuis, ce qui prouve bien que ça reste, l'influence du Bauhaus reste tout à fait prégnante. Hein. Vous pouvez le commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Et je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08. 01 48 05 34 08. Oui, moi je retiens dans ce que tu viens de nous raconter que voilà, je retiens parce que dans notre microcosme d'art plastique, tout est permis. On ricane quand des gens savent travailler, parce que c'est le signe qu'ils sont un petit peu stupides. On favorise la création spontanée à tout prix, et je crois que de remettre un petit peu les choses en place comme ça, c'est pas plus mal, puisque on a un invité qui est musicien amateur. Alors là, le mot amateur prend tout son sens, mais on n'a pas... Mais enfin, il joue d'un instrument de musique extrêmement complexe qui s'appelle une guitare. Il sait chanter, donc il y a tout un apprentissage quand même. Et c'est un artiste. Et il n'a pas honte d'avoir appris les choses, quoi. Je veux dire, c'est pas un théâtre pareil. Il apprend à parler, il apprend un littéraire, il apprend à écrire. Sauf. Oui, c'est un métier qu'on en vive ou pas. Ça, voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et de temps en temps, c'est pas mal d'avoir une petite piqûre de rappel comme ça pour que les générations actuelles puissent un petit peu. On n'a jamais trouvé l'équilibre. C'est ça qui est pénible, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'avant les écoles formaient des artisans, puis on est passé directement à des concepteurs, des conceptualiseurs. Des conceptualiseurs. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est dommage de ne pas avoir. Non, enfin, peut-être que c'est pour bientôt. Peut-être. Voilà. Dans les écoles, on formera à la fois, enfin, pour autant que ce soit possible, l'imagination et la capacité d'utiliser cette imagination dans un travail, quoi. Bien sûr. Alors, on revient vers toi, Alain. Là, j'ai toujours un problème avec les prénoms. Voilà. Alors, quand je reconnais pas aussi parfois les gens que je viens de voir une heure avant et une heure après, je lui dis bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est Jean. Toi, c'est Jean. C'est sympa. Ouais. Et puis dans le studio, c'est une Bernaise, je crois. Qu'est-ce que tu nous fais maintenant? Elle est pas mal, hein, c'est la qu'est-ce que tu nous fais maintenant? Une chanson de marin. Bon. Une chanson de marin, Fanny de Lanninon, de Pierre Macorlan et Victor Marceau. Ah bah j'ai encore pleuré, oh non. Ça se pourrait. Comme tous les chants de marin, il y a un petit brin de larme à l'œil, effectivement. Bon, allez, on y va. On embarque. À l'aube, sur le quai Guédon, devant le petit pont, chantait la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans sa blanche baleinière, Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Le bidel capitaine d'armes et son cahier de puni, dans la Cayenne faisait du charme à je ne sais quelle souris. Mais j'ai dans le cœur une souffrance quand le quartier maître Clairon
sonnait du haut de recouvrance aux filles de la Ninon. La plus belle de la Ninon, Fanny de Kercrozon, m'offrit un pompon de fantaisie. C'était elle ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots en face du dépôt. Quand je songe à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir. Ah, Fanny de recouvrance, j'aimais tes yeux malins, quand ton geste plein d'élégance balançait les marsouins. Je n'étais pas de la Mestrance, mais j'avais l'atout en main. Et tu venais me voir le dimanche sur le Duguay-Trouin. À cette heure, je suis retraité, maître timonier aux ponts et chaussées. Je fais le service des phares et j'écoute la fanfare de la mer en son tourment, de Molène à Ouessant, quand souffle le vent. Tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Dans ce qui reste de recouvrance, logerait pas un sacco. Et Fanny, ma connaissance, est morte dans son bistrot. Je n'ai plus rien en survivance, et quand je bois un coup de trop, je me dis que ma dernière chance sera de faire un trou dans l'eau. Waouh, merci Alain. Eh ben dis donc, alors là je pense qu'avant la fin de l'émission, moi je vais être une vraie carpette. Alors c'était en fait la chanson, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'était la chanson préférée de Tabarly. Ah ouais? Il suffisait de lui en faire boire un ou deux, enfin bon, pour qu'il monte sur la table et qu'il chante Fanny de la Ninon. Voilà. Ah, c'est fabuleux. Si vous avez des commentaires à faire, les mecs ou les nanas, vous pouvez toujours téléphoner au studio au 01 43 71 89 40. Et notre cher, comment on peut l'appeler, notre chère technicienne en régie, se fera un plaisir de vous interviewer. Elle nous transmettra vos petits commentaires à la fin de l'émission, pour pas nous déranger. Et on n'aura pas le mauvais goût de rappeler que Pépé Tabarly a poussé les ailes jusqu'au bout sur cette chanson, puisqu'il a fait son trou dans l'eau lui aussi. Ah oui, bon. Eh bien, merci pour cette précision historique. Jean? Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de courant artistique, le Bauhaus. Ah bah nous y voilà. Encore? Oh, puis c'est pas fini, hein. Le Bauhaus, c'est 1919-1933, donc si je calcule bien, c'est pas dans mon meilleur potentiel, mais ça fait bien 14 ans d'existence. Alors les principes fondateurs du Bauhaus sont hérités de ceux de William Morris. Robert, William Morris. Oui, Jean. Poète, dessinateur et réformateur britannique du 19e siècle que nous avons abordé. Oui, Jean. Ici, lors de l'émission du 23 juin 2009, pour être précis. J'aimais pas du tout sa peinture. Et du mouvement. Oui, c'est vrai. Toi non plus, d'ailleurs. Oui, je préférais les travaux qu'il a pu faire sur le plan décoratif et tout effectivement, avec le mouvement Arts and Crafts. En 1915, Henri van de Velde souhaite quitter l'école des arts décoratifs et l'Académie des beaux-arts qu'il a fondée 9 ans auparavant à Weimar. Il pressent Walter Gropius pour lui succéder, mais celui-ci n'accepte qu'en 1919, à la condition de pouvoir entièrement réorganiser l'enseignement qui y est dispensé. Il commence par réunir les deux institutions en une seule, baptisée... Mince, je te l'ai pas mis sous l'œil, c'était le moment ou jamais. Das Staatliches Bauhaus sous Weimar. Ja. Ouais, j'ai oublié le sous. Oh non, t'as rien oublié, Jean. En fait, le choix du nom Bauhaus fait référence à plusieurs significations. Bau signifie littéralement en allemand construction. Ce terme peut avoir une référence historique. Au Moyen-Âge, les Bauhütlen correspondaient aux guildes des maçons, bâtisseurs et décorateurs. Ouais.
Bauden signifie également « cultive la terre », mais c'est sans doute en référence à l'architecture. Non, tu vas nous faire un cours d'allemand, c'est le fond de ton... J'ai décidé de faire ton éducation, Robert, et rien ne m'arrêtera. Non, mais on a un invité qui semble perplexe quand même. En tout cas, les deux significations s'accordent avec les objectifs et la définition de l'école. Comme nous l'avons vu avec le manifeste tout à l'heure, les objectifs du Bauhaus sont au nombre de 3. Le premier consiste à sauver les arts de l'isolement et à inciter les artisans, les peintres et les sculpteurs, à créer des projets combinant la totalité de leurs talents. Ces projets seraient des constructions, car l'objectif suprême de toute activité créative est l'architecture, comme on l'a vu là encore tout à l'heure avec Walter Gropius, c'était vraiment la base. Le deuxième objectif consiste à élever le statut de l'artisanat au même niveau que celui des beaux-arts. Il n'y a pas de différence essentielle entre l'artiste et l'artisan, je cite. Le troisième et dernier objectif montre l'importance d'un contact avec les dirigeants des métiers manuels et des industries du pays. La durée de vie du Bauhaus correspond exactement à celle de la République de Weimar, comme l'a très bien résumé Oskar Schlemmer en 1923. Les années du Bauhaus sont le reflet non seulement d'une période de l'histoire de l'art, mais également de l'histoire en général, parce que s'y reflète aussi la désintégration d'un pays et d'une époque. Le Bauhaus fermera ses portes en 1933 par ordre du gouvernement nazi. C'est une des raisons pour lesquelles on est intéressé par le Bauhaus. Quand on déplaît à la fois aux nazis et à la Stasi, c'est que forcément on a quelque chose à dire. Et c'était pas mieux en Allemagne de l'Est ensuite, le Bauhaus. Il aura véritablement été au cœur de cet esprit nouveau dont les Nasbrock ont anéanti l'essor. L'aventure n'aura donc duré que 14 ans, mais les réalisations sorties de ces ateliers sont innombrables. La lampe du Bauhaus de Wagenfeld, tout le monde la connaît en fait. Je peux pas vous la montrer évidemment, je la mettrai sur le blog de l'émission. Le cendrier métal de Marianne Brandt, qu'on va aborder tout à l'heure. Le fauteuil à latte et surtout la chaise Vassili de Marcel Brauer, les vitraux d'Albers, ou encore le ballet triadique de Schlemmer, que nous allons là aussi aborder tout à l'heure, ou pour finir la maison Sommerfeld, continue d'accompagner notre quotidien. Le Bauhaus connut 3 directeurs, Gropius, Meyer et Mies van der Rohe, mais aussi 3 écoles. Il y a eu celle de Weimar, puis ensuite Dessau, et pour finir Berlin. Et puis il connut aussi d'illustres professeurs tels que Albers, Feininger, Itten, Kandinsky, Klee, pas mal, Moholy-Nagy ou Schlemmer. 17, et ça c'est beaucoup moins connu, 17 de leurs étudiants ayant fui le nazisme ont répandu leur enseignement à Tel Aviv. Près de 4000 bâtiments dans cette ville font ainsi de Tel Aviv une véritable réserve naturelle du Bauhaus, lui donnant un cachet unique d'architecture humaniste qui lui a permis d'être classé par l'UNESCO au patrimoine culturel mondial. Voilà. Alors, il y a eu trois écoles. Il y a eu aussi deux écoles à l'étranger, si j'ose dire, qui ont enseigné les méthodes du Bauhaus. Il y a eu les Mueli de Budapest. C'est là que Vasarely a été formé. Donc, c'est un pur artiste. Oui, c'est un pur artiste Bauhaus, Vasarely. C'est-à-dire qu'en fait, il n'utilisait que des formes géométriques très simples, et c'est la couleur qui apportait le volume. Et puis les Vkoutemas de Moscou. Alors je pense qu'une autre fois, j'ai essayé de faire ça quand même assez rapidement, on abordera dans une même émission ces 2 écoles, parce qu'elles ont aussi formé... En fait, le Bauhaus, on a quand même des professeurs qui sont plus illustres que les élèves. Pour les 2 autres écoles, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est intéressant aussi d'aller y jeter un coup d'œil. Bon, enfin, qu'est-ce que je mettrais ? Je mettrais peut-être sur le blog de l'émission dont je vais rappeler l'adresse, je mettrais peut-être une photo du bâtiment du Bauhaus de Dessau, parce que c'est peut-être un concentré de toutes les théories du Bauhaus. Voilà, donc http://
arracaille.blogspot.com. J'adore quand tu donnes l'adresse. Mais je n'épelle pas. Ah non? Je suis suffisamment humilié dans cette émission. Juste un petit point que j'aimerais, enfin si tu peux répondre, parce que comme tu sais, je suis un petit peu basique. Je me pose la question, pourquoi l'architecture est un art si important, un art majeur, qui englobe la peinture, la sculpture, l'ornementation, etc. Parce que en fin de compte, c'est le besoin, c'est l'histoire de la caverne qui s'est enrichie de, je sais pas, pourquoi l'architecture? Parce que je crois que c'est comme c'est question basique, réponse basique. Pour profiter de toutes ces œuvres d'art, c'est pas mal d'avoir un toit quand même au-dessus de la tête. Ouais. Non, mais ça a été... Bon, moi je sais pas, qu'est-ce qui a été le premier besoin de l'homme? La nourriture, évidemment, mais l'architecture est arrivée tout de suite derrière. Non? Non, mais l'architecture, les cavernes. Non, mais d'accord, mais l'architecture pour se mettre le cul au chaud quand il fait froid dehors, quand il pleut, etc. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis très sensible à l'architecture paysanne. Par exemple, celle qu'il y a sur le plateau de l'Aubrac, qui est particulièrement intéressante pour moi, parce qu'elle est très simple, elle est très utilitaire. Moi, je vois l'architecture comme quelque chose d'utilitaire, pas comme quelque chose de ce qu'a fait Tonton avec sa pyramide, ce qu'a fait Chirac avec la chose des arts premiers, ou Pompidou, même si je peux trouver ça rigolo, intéressant, machin, etc. Je veux dire, pourquoi l'architecture prend une telle importance? C'est le seul art qui puisse contenir tous les autres. Oui, non, oui, ok. Non, mais c'est bon. Et puis le Bauhaus, les théories, c'était vraiment l'architecture de masse, c'est-à-dire destinée au plus grand nombre, comment la rendre à la fois fonctionnelle, esthétique. D'accord. On est forcé à un moment donné, quels que soient les matériaux employés et les personnes qui vont s'en occuper, d'aborder le beau, la notion de beau, même si moi je suis très prudent là-dessus. Bon, je pense que les quelques auditeurs béotiens comme moi pourront tirer un... On n'est pas forcé d'aimer l'architecture Bauhaus, attention. Non, moi je parle de l'architecture, l'architecture, pas forcément Bauhaus, mais comme tu parles du Bauhaus, je pensais que c'est une école, beaucoup de grands architectes se revendiquent un petit peu de cette filiation, cette école, c'est pour ça que je posais la question. Bien, nous allons nous tourner vers Alain Fregnault, chanteur et musicien, et sa belle voix pour une nouvelle canzone. Alors, cette fois c'est Léo qui vient avec nous, Léo Ferré. L'amour fou. La mer en vous comme un cadeau, et dans vos vagues enveloppées, tandis que de vos doigts glacés vous m'inventez sur un seul mot. Ô ma frégate des hauts fonds, petite frangine du mal, remettez-vous de la passion, venez que je vous fasse mal. Je vous dirai des mots d'amour, des mots de rien de tous les jours, les mots du pire et du meilleur, et puis des mots venus d'ailleurs. Je vous dirai que je t'aimais, tu me diras que vous m'aimez, vous me ferez ce que tu peux, je vous dirai ce que tu veux. Je vous dirai ce que tu veux. Je vous aime d'amour. Je vous aime d'amour. Si t'as 16 ans et des poussières, à nous deux ça fait des années que je prépare ma galère à te ramer, à t'affoler. Voilà que tu cherches ton bien dans les vitrines de ma nuit. Achète-moi, je ne vaux rien puisque l'amour n'a pas de prix. Comme une louve sous son loup, quand je vous ferai des petits, vous banderez vos yeux jaloux avec un loup de satin gris. Tout
comme aigri le jour qui va. Petite sœur, écoutez-moi, comme un bateau entre mes doigts, vous coulerez, je vous le dois. Vous coulerez, je vous le dois. Je vous aime d'amour, je vous aime d'amour. Si la mort avait ton regard, je meurs ce soir sans regarder, et te demanderai ma part au bord du vide et des baisers. L'amour, ça ne meurt que la nuit, alors habille-toi en moi, avec un peu de rouge aussi, j'aurai ta mort entre mes bras. Lorsque vous me mettrez en croix dans votre forêt bien apprise, et que je boirai tout en bas la sève tant et tant promise, je vous engouffrerai de sang pendant que vous serez charmés, et je vous donnerai l'enfant que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais été. Je vous aime d'amour, je vous aime d'amour. La vache. Oh, Robert. Non, dur, hein. Bon. Pour alléger l'atmosphère. Atmosphère. Oui, je voulais te poser la question à propos du Bauhaus. Si tu parles pas allemand. Non. Bon, tant mieux. Je ne suis pas germaniste. T'es pas germaniste. Je chante des choses en allemand, évidemment, ouais. Mais c'est du yaourt patiemment travaillé pour que ça ressemble un peu à de l'allemand. Et comme musicien, chanteur, enfin artiste toi aussi, quand Jean nous parle du Bauhaus, non parce que je tiens à avoir la bonne prononciation, tu es sensible à ce genre de... Si j'essaie de le transposer, tu veux dire dans le domaine musical ? Ouais. Oui, je suis sensible. J'aime beaucoup les gens qui travaillent. J'aime beaucoup les gens qui travaillent bien, qui travaillent avec soin. Et j'aime énormément que ces chansons soient élaborées sur des choses aussi simples que des chansons, parce que finalement c'est du quotidien. On écoute ça dans sa bagnole, on écoute ça en travaillotant, on a une oreille qui traîne, mais j'aime énormément cette esthétique de cet artisanat poli, soigné, retravaillé, des chansons reprises, réécrites. Mon petit plaisir à moi, c'est d'essayer de trouver à chaque fois, alors ça tient à des accords un peu différents, ça tient d'essayer de trouver des couleurs qui renouvelle un peu ces chansons. Mais pour ça, il faut une base, et il y a un travail fantastique des gens qui ont écrit ça et qui passent après, qui restent. J'ai l'impression de rencontrer ça aussi chez ces auteurs-là, ces musiciens-là, qui ont tellement travaillé la qualité du texte et l'adéquation avec la musique. Je crois que Georges Brassens, dans un débat radiophonique avec Ferré, justement, et puis le troisième larron, c'était Béard, enfin... Brel. Mais il y avait une fois où il y avait Béard, je crois bien, moi j'ai le souvenir de ça, où précisément Béard professait que les paroles étaient le plus important, que le texte était la chose la plus importante dans une chanson. Et Georges, avec son accent, lui répondait amicalement: tu ne connais pas ton métier, c'est la musique qui permet de retenir les paroles. C'est la musique d'abord. Alors, prima la musica ou pas, c'est toujours le vieux débat éternel. Les deux se correspondent, et puis quand c'est bien travaillé, quand c'est bien fait, ça devient en effet, ça devient inventif, ça devient créatif, ça devient peut-être même génial. Sauf que quand tu dis, quand on écoute dans sa voiture, etc.,
malheureusement, les gens qui écoutent cette émission ne sont pas dans le studio, malheureusement pour eux, parce que je dois dire que, par exemple, les quelques chansons que tu as bien voulu nous offrir, aux auditeurs particulièrement, le fait que tu sois à 1 mètre 50 de moi, me touche beaucoup plus que quand je les entends, tu vois, parce que je sais pas, c'est un petit peu comme un original et puis une copie, quoi. Voilà, si tu regardes une peinture originale, moi si je vois un Corot à Orsay, ça me bouleverse. Si je le vois en reproduction de peinture, c'est moins fort. Et là, il y a cette proximité, je dois dire, parce que il y a certainement ta sensibilité, il y a tu vois, ça passe, quoi, je dirais, ça fait vibrer beaucoup plus. Enfin, moi, je suis pas vraiment un exemple, parce que je pleure assez facilement, mais quand même. C'est un grand sentimental. Oui, non, mais je pleure pas en écoutant Brassens sur mon chose MP3. J'aime, tu vois, il y a ça, il y a cette dimension-là qu'on peut malheureusement pas vous transmettre, parce que bon, il y a un intermédiaire entre. Il doit passer quelque chose. Il doit probablement passer quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais. Quand les poils se dressent sur les bras, c'est bon. Ah oui, bah moi c'est pour lui ma chemise qui se soulève parce que je suis assez poilute. C'est le critère. C'est le critère. Ouais. Ben, écoute, c'est assez. Moi, j'imaginais pas, tu vois, c'est la première fois qu'on a un chanteur en live, quoi, ici, et j'imaginais pas que ça pouvait être aussi fort, quoi. Voilà, eh bien, Jean, je te passe donc la parole. Histoire de vie, histoire d'artiste protéiforme, Marianne Brandt. Marianne Brandt, c'est 1893-1983. Elle a vécu longtemps, la dame, hein, ça fait 90 ans, ouais, pas mal. La personnalité artistique la plus intéressante à être passée par le Bauhaus est peut-être aussi la plus méconnue en France. Tu connaissais Marianne Brandt, Robert ? Non, je connais, c'est Willy Brandt. Alain, non, Marianne Brandt, ça... Non, ça me dit rien. Non. Tu connaissais même pas Willy ? Willy, si. Ah bon. Alors, elle commence sa carrière comme peintre expressionniste, mais elle détruira toutes ses œuvres. Avant de rejoindre le Bauhaus de Weimar en 1923, où elle sera tout d'abord l'élève de Moholy Nagy. Elle y est épouvantablement accueillie. Il est macho là-bas aussi. Ah ben alors, puis de première, hein, c'est des choses qu'on ne sait pas non plus forcément, hein, tout est toujours un peu idéalisé quand même. Quand on parle du Bauhaus aussi, hein, les femmes sont en effet très mal vues dans ces ateliers qui ne leur sont pas destinés. Carrément. Ouais. On les préfère manifestement à l'atelier de tissage. Tu vois, hein, il n'y avait pas d'atelier de tricot au Bauhaus, mais il y en avait un de tissage. Bon, c'était la place des femmes, hein, pour ces. Bon, c'est gros beauf. Je ne dirai pas le nom. Allez. Mais Marianne Brandt va s'imposer très rapidement. Hein. Ses premières créations, la lampe de chevet Candem, les globes lumineux ou encore la lampe à suspension mobile sont presque aussitôt industrialisées. Elle s'efforce pendant des heures et des heures de recherche de trouver un montage maniable qui ne nuise pas à la forme de l'ensemble et qui empêche la poussière de s'accumuler. Elle racontera plus tard qu'elle était tellement obsédée par les formes géométriques, ou élémentaires, hein, que pour un cendrier en demi-boule, elle avait choisi une ouverture en triangle. Il lui parut évident par la suite qu'une ouverture ovale, placée de façon excentrique, était bien préférable. À propos des services à thé, elle confiera « Il est vrai que nous voulions retourner aux formes les plus simples. Mais le plus important, c'est qu'aucun pot ne sortait de l'atelier s'il faisait ne serait-ce qu'une seule goutte en versant. » Elle succède à Moholy Nagy dans l'atelier de métal en 1928, mais elle ne va le diriger qu'1 an. De 1923 à 1929, elle va produire plus de 70 œuvres qui ont changé l'histoire du design. Alors je vais montrer aux deux personnes qui sont à côté de moi deux des réalisations, dont la fameuse théière, deux des réalisations de Marianne Brandt. Hein. Inspiré du cubisme et du constructivisme, son travail avant-gardiste est basé sur l'utilisation de formes géométriques simples destinées à la fabrication en série. On a vu ça tout à l'heure. Hein. Mais à l'arrivée, quelle classe, quelle élégance. Dans le mobilier, mais aussi dans les lampes, dans la vaisselle, ou encore dans tout un tas de petits objets usuels, du métal partout.
L'ornementation disparaît totalement au profit de la combinaison des formes géométriques abstraites. Le plus étonnant, peut-être, quand on regarde aujourd'hui ces créations, c'est qu'elles semblent sortir de l'atelier d'un designer contemporain. Vous êtes d'accord? Oh, tout à fait. Bon, eh ben, pour cause, hein. Nombre d'entre elles sont rééditées aujourd'hui par le fabricant italien Alessi. On les trouve un petit peu partout, hein, mais elles font aussi partie des collections des grands musées. Donc en fait, on est très familiarisé, on n'est pas du tout familiarisé avec Marianne Brandt, mais avec ses créations, c'est incroyable, hein. Voilà. À partir de 1926, Marianne Brandt se consacrera également à la réalisation de photomontages qui lui permettent de porter un regard critique sur la société contemporaine. Ces photomontages traitent souvent des relations entre les hommes et les femmes, de la situation complexe de la femme durant l'entre-deux-guerres, période pendant laquelle elle commençait à profiter de nouvelles libertés. Malgré son succès, manifestement, Marianne Brandt n'oubliera jamais les difficiles débuts à l'atelier de métal du Bauhaus. Sa ville natale, à noter que sa ville natale, Chemnitz, organise tous les 3 ans un concours ouvert aux jeunes designers de toute l'Europe. Voilà. Alors la théière et le cendrier, là, l'objet très simple, je les mettrai en ligne sur le blog http://arakai.blogspot.com. Vous verrez que vous connaissez tous très bien les œuvres de Marianne Brandt. Merci Jean. Une ou deux petites annonces avant de reprendre notre petit concert perso sur Arakai. Jean a mis sur le blog un événement qui se produit en Belgique, du côté de, je ne sais pas, Dinan, en Belgique, c'est ça. Ouais. Pas en Bretagne. Pas près de Saint-Malo. C'est pas Fanny de Lanninon, c'est... Parce que c'est, par la grâce d'Internet, des copains nous écoutent de Belgique. Alors, à vos agendas, les petits libertaires d'asile. Biscotte. Là, c'est un hermétique pour moi. C'est pas grave. Non, bon, bah si, mais écoute, tu dois m'ouvrir l'esprit à ton humour. Alors, l'intitulé de l'expo, c'est un tailleur d'allumettes, lettre à l'Oyonaxien. Qu'est-ce que c'est qu'un Oyonaxien? Ah, ça, Oyonnax. Oyonnax? Ah oui, c'est dans les Landes. Oyonnax, oui. Oh, bah alors là, c'est dans les Landes, donc c'est, oui, bon. Présentation des derniers ouvrages de Denis-Louis Collot. Nous ne connaissons pas personnellement Denis-Louis Collot, mais probablement que c'est quelqu'un d'important ou moins intéressant, avec les intermèdes musicaux de Vincent Roire. Moi, je connais un Roire, mais il a un musée du Bouchon dans le Vaucluse. Lecture de Laurence Noël, illustration de Laurence Burvenick. Et voilà, on a invité Michel Stephens, céramiste. Bon, vous pouvez réserver au numéro 0495/66.01.58. Et si vous y allez, alors aussi un agenda complet sur http://vendest en un seul mot .skynetblog avec un s à blog.be. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que après je vais devenir, je pense, un peu lourd. C'était Jean qui a capté cette illustration de leur affiche et qui l'a mis sur le blog. Donc si vous n'avez pas tout compris mon bafouillage, vous pouvez aller sur le blog de l'émission, comme l'a rappelé Jean, avec sa diction d'académicien, http://arakaiblogpost.com. je vous annonçais tout ça en le regardant bien dans les yeux. On n'est pas forcé d'aimer Internet, mais de penser que grâce à Internet, on a des copains qui nous écoutent en Belgique. Tout à fait. Ouais. Salut les libertaires belges. Ouais, salut. On est vraiment. Et j'espère que vous appréciez notre invité de ce matin, Alain Fregnault, qui va tout de suite reprendre son bignou pour nous en chanter encore une bien bonne. Peut-être, oui, dans le genre petite chanson bien faite. Ça commence comme une petite histoire et puis ça finit avec un petit bout d'universalité que j'aime tellement. C'est Georges. Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis insolites,
des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. La fine fleur, l'élite du pavé, des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tard, des chevaux de retour, des propres à rien, ainsi qu'un croquenote, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adoptée par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse, comme on l'avait trouvée près du ruisseau, abandonnée en un somptueux berceau. À tout hasard, on l'appelait princesse. Or un soir, Dieu du ciel, protégez-nous, la voilà qui monte sur les genoux du croquenote et doucement soupire, en rougissant quand même un petit peu. C'est toi que j'aime et si tu veux tu peux m'embrasser sur la bouche et même pire. Princesse, arrête un peu ton tir, j'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence et je ne suis pas chaud pour tâter la paille humide du cachot. Mais croquenote, je dirais rien à personne. N'insiste pas, fit-il d'un ton railleur. D'abord tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par une grande. Alors princesse est partie en courant, alors princesse est partie en pleurant, chagrine qu'on ait boudé son offrande. Y a pas eu détournement de mineur, le croquenote au matin de bonne heure, à l'anglaise a filé dans la charrette des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Barilon. On a encore un gros coup dans la tronche. Vous êtes toujours sur Arakaï, la 37e, avec au petit potard Maïté, notre technicienne presque préférée. Oui, il y a encore à faire un petit peu pour être tout à fait préféré. Et Jean qui nous instruit. Oui, c'est notre hussard noir de la République dans le studio de Radio Libertaire. Et puis Alain Fregnaud qui met tout ça en musique. Ça n'allège pas vraiment l'atmosphère. Non, parce qu'il en a choisi, là, je sais pas, vous êtes concerté avant, non? Ah, pas du tout. Pas du tout, non, bon. Je lui ai donné complètement carte libre. Oui, carte libre. On est sur Radio Libertaire. Bon. Non, mais c'est une très très
Belle chanson sur le regret, c'est terrible. Oui, c'est terrible, oui. Moi, la prochaine fois que tu l'inviteras, je prendrai le bromure. Moi, ça me hante toujours. Ouais. Passant par là, quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Ouais, on a tous ce sentiment-là 20 ans plus tard. Et c'est Brassens qui l'a écrit. Oui. Bien, Jean. Quelle plume! Quelle plume. Et quel musicien, surtout. Ouais. Aussi, enfin. Parce que j'avais un ami qui était guitariste classique, mais un professionnel. Hein, il a fait... et qui me disait que jouer enfin, il y avait des musiques de Brassens qui étaient vraiment très, très difficiles à jouer à la guitare. Oui, certaines sont un peu compliquées. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. Moi, je crois. En tout cas, c'est toujours très bien écrit. Ouais. C'est pas un monsieur qui bâclait. Non. Ce qui doit hanter Guy Béard, lui, c'est de s'être entendu par Brassens, qui connaissait pas son métier. À mon avis, il doit l'avoir quelque part. Ouais. Non, ça doit le réveiller la nuit encore aujourd'hui. Non, je suis pas persuadé. Non. Non. Sous toute réserve, hein. Si je me souviens bien, c'était cela, et cette phrase-là, je sais que Georges l'a dit, était à l'adresse de Béard, je pense. Non, ça pouvait pas être à l'adresse de Brel ou de Ferré. Non, certainement pas. C'était forcément Béard. Ouais. Ça pouvait pas non plus être Barbara. Non. Bon. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de scénographe, Oskar Schlemmer, 1888-1943. Alors, il fait partie de ces artistes allemands qui ont eu l'insigne honneur d'être déclarés artistes dégénérés par les nazis. J'avoue que je suis assez jaloux. Ouais. On aimerait bien. J'aurais adoré, moi. Ouais, mais on peut encore, parce qu'on en a un, là, qui est tellement cultivé. On pourrait faire la demande. Est-ce qu'on pourrait être déclaré artiste dégénéré par le pouvoir en place? Oui. Je pense que oui. C'est possible que ça arrive. T'as de raison de nous réjouir. Oui, bon, enfin. tout à fait. En 1920, Walter Gropius invite donc Oskar Schlemmer au Bauhaus de Weimar pour y enseigner la culture et diriger l'atelier de métal, comme on l'a vu tout à l'heure avec Marianne Brandt. Il y exécute aussi, pour les nouveaux bâtiments de l'institution, un cycle de peinture murale fondé sur des lignes courbes, dont les variations se répondent. Cette œuvre, un brin académique, sera détruite plus tard par les nazis, justement. Braves nazis. Sa peinture de chevalet est plus originale. Ce sont des groupes de mannequins schématiques, disposés dans d'assez vastes espaces, qui dégagent une impression d'infinie solitude. Sans doute doivent-ils une bonne part de leur aspect comme de leur dessin à l'expérience théâtrale de Schlemmer. L'une des principales activités de l'artiste au Bauhaus fut en effet d'animer l'atelier théâtral, mais aussi de concevoir plusieurs chorégraphies, qui sont toujours jouées aujourd'hui, dont le fameux ballet triadique, justement, sur une musique de Paul Hindemith. Sujet constant de ses peintures, la figure humaine y sera traitée selon des lois à la fois plastiques et musicales, comme le ferait précisément un metteur en scène, pour qui tout est masse en mouvement et rythme, accordant une importance égale à la lumière comme au volume, aux objets comme à l'espace. Ses aquarelles et ses dessins relèvent de la même ambiance impersonnelle et, pour tout dire, somnambulique. Il en résulte un art qui rappelle à la fois le futurisme ou le constructivisme par son aspect analytique, mais aussi le surréalisme par son aspect onirique. Certaines des toiles que j'ai pu voir évoquent ainsi un incertain mariage entre Paul Delvaux et Giorgio Chirico. Eh oui, ils ont eu des enfants, il s'appelle Oskar Schlemmer. Il quittera le Bauhaus en 1929, poursuivra sa carrière d'enseignant jusqu'en 1933, en donnant notamment des cours de perspective. Révoqué, comme je l'ai dit, comme artiste dégénéré par les nazis, ceux-ci, dès leur arrivée au pouvoir, c'est un des premiers trucs qu'ils ont fait, il passera les dernières années de sa vie dans un petit village isolé de l'Allemagne du Sud. Sa peinture se videra alors de toute présence humaine, repérable, au profit d'échafaudages savants et inquiets, de plans colorés, comme dans la série Fenêtres de 1942, soit 1 an avant sa mort. On retrouve dans l'œuvre sculptée de Schlemmer la même rigueur que dans ses peintures, et elle devait exercer une influence non négligeable sur le développement de la sculpture abstraite de l'entre-deux-guerres. Mais c'est surtout comme pionnier de l'interdisciplinarité au Bauhaus qu'Oskar Schlemmer est rentré dans la grande histoire de l'art. Pour la petite, je précise qu'il est l'auteur du logo original du Bauhaus. Voilà. Alors je ne sais pas si je mettrai le logo ou sur le blog ou peut-être plutôt
peut-être plutôt une photo, parce qu'on en a qui doit dater des années 70 d'une des représentations du ballet triadique. Il avait dessiné toute la scénographie, donc donc c'est lui aussi qui a fait les costumes. Et d'ailleurs, c'est vachement étonnant, hein. C'est assez amusant. Voilà, tout ça sur http://arracaille.blogspot.com. Bien, merci Jean. Là, on commence à avoir la tête pleine. Pleine de baous, ouais. Pleine de baous, mais c'est bien. Non, mais c'est très bien, parce que moi j'apprends toujours. Je pense que les auditeurs, c'est la même chose. C'est quand même une école tellement importante, historiquement, qui a toujours encore qui produit encore des artistes, malgré qu'elle n'existe plus, je pense. Non? Complètement. Des gens. Alors si Jean dit complètement, vous avez intérêt à rester au garde à vous. Bon, il y a des gens, aujourd'hui, là, à la seconde où nous parlons, il y a des gens quelque part qui sont en train de boire du thé dans les tasses et en se servant de la théière dessinée par Marianne Brandt. Marianne Brandt, j'en reviens à elle parce que c'était une sacrée nana. Oui, et il faut dire aussi que Jean a un sacré penchant pour les sacrés nanas et qu'ils a beaucoup les sacrés mecs qui pour lui sont souvent assimilés à des sacrés cons. A commencé par la mienne de sacrée nana, elle nous écoute peut-être ce matin. Ah oui. Oh bon, alors, t'aurais pu me le dire avant, que je me tienne un peu à carreau. Je trouve que tu t'es très bien tenu. Non, c'est vrai, parce que c'était une expérience assez intéressante. Non, parce que comme elle aime son homme par-dessus tout, je tiens pas à recevoir des coups de griffe. C'est à elle de le dire. Non, mais oui, enfin bref, je dérape gravement. Bon. Non, eh bien, pas de souci. Alain Fregnault va nous interpréter encore une de ses complaintes qui nous foudroie. Non, mais je vous assure que c'est une expérience extraordinaire. Moi, c'est la première fois. Enfin, j'avais un ami guitariste qui me chantait pour moi le soir son répertoire, mais il n'avait pas la voix de Alain. C'était plutôt une voix assez fluette. C'est surtout un musicien, mais c'était pas du tout un chanteur. Jusque là, je veux dire que ça déménage. Voilà. Bon, allez, on retourne en mer. Puisqu'on parlait d'amour, de filles, de femmes, on va parler des filles de l'Orient, un vieux traditionnel. Ah, c'est pas les filles de Camaret. Ce sont les filles de l'Orient jolies. Ce sont les filles de l'Orient. Mon Dieu, qu'elles sont jolies, là. Mon Dieu, qu'elles sont jolies. S'en vont le soir se promener jolies. S'en vont le soir se promener. Le long de la calorie, là. Le long de la calorie, en regardant de vers la mer jolie, en regardant de vers la mer, elles ont vu 3 navires longs là, elles ont vu 3 navires. Arrive, arrive, beau matelot joli. Arrive, arrive, beau matelot. Te souhaite une bonne arrive, là. Te souhaite une bonne arrive. Et si mon mari est à bord joli, et si mon mari est à bord, encore meilleur arrive, là. Encore meilleur arrive. Mais si mon mari n'y est pas joli, mais si mon mari n'y est pas, au diable vos navires longs là, au diable vos navires. Ce sont les filles de l'Orient jolies, ce sont les filles de l'Orient. Mon Dieu, qu'elles sont jolies, là.
Mon Dieu, qu'elles sont jolies, jolies. Eh bien. Et alors, on n'a aucune idée de qui a écrit cette merveille, quoi. Un traditionnel, ça veut dire que... J'ai trouvé traditionnel, en cherchant un peu, j'ai pas trouvé l'auteur spécifiquement de ce vieux chant de marin. Ouais, c'est une tradition orale, quoi. Ça se transmet comme ça de J'ai pas génération trouvé, de en tout marin cas. en génération de marins. J'ai pas trouvé. J'ai toujours trouvé à côté du texte traditionnel. La fille de la Ninon aussi, c'est... Ah non, la fille de la Ninon, c'est Pierre Fanny, Macorlan pardon, de la Ninon. et Victor Marceau Ah oui, qui Pierre ont écrit Macorlan. ça. Mm. Voilà. Ça, là, on reconnaît les auteurs. D'accord. Vous êtes toujours sur Arracaille, la 37e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et quelle voix ce matin, n'est-ce pas? Sans Dieu, sans maître, sans pub, chanter. Avec Maïté à la régie, Jean à l'histoire de l'art, Alain Fregnaud à la musique, à la chanson, et Roro qui crache dans le poste, comme d'habitude, pour dire des grosses bêtises. Mais il en faut bien un. C'est un métier. C'est un métier. Ça aussi. Voilà. Jean, tu nous parles des expos, ou c'est Oui. toujours, là on est arrivé aux expos. Oui, mais il est encore assez tôt. Et puis je vais peut-être maintenant, en fait, donner les réponses. D'accord. Au SAR Quiz. Au D'accord. SAR Quiz. Le SAR Quiz, le fameux SAR Quiz. Je précise que c'est une création originale, pour ceux qui n'avaient pas compris. Oui, et la marque est déposée, alors faites la gaffe. marque est déposée par Arracaille. Copyright Arracaille. Arracaille, vous vous rendez compte? Donc, quel grand explorateur a quitté Venise en 1271 pour un voyage qui devait durer 24 ans, donc Sarco Polo. Dans le même esprit, donc, quel roi de l'ancienne Égypte est également appelé Amenhotep IV Ou Amenophis. ou Amenophis? On doit mettre Sarko dedans. C'est pas forcément complètement, mais il y a forcément, ça joue un petit peu sur des consonances comme ça. Ah oui, là, je suis un peu... non. Tu donnes ta langue Ouais, au mou. Enfin, mon bout de mou. Sarkénaton. Ah bah oui, c'est Akhenaton. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, ouais, Voilà. Ça y est, Non, mais il y avait un truc qui me trottait dans la tête. C'est lui qui adorait le soleil, enfin qui avait fait. Et puis après, quand il est mort, on a cassé toutes ces effigies. Ouais. C'est Akhenaton. Quel empereur romain, donc on continue à remonter dans le temps, quel empereur romain est aussi un philosophe stoïcien? Il n'y en a pas eu beaucoup, la plupart du temps c'était quand même d'abord des militaires. Quand même des gros bouchers. Donc, militaires, philosophes, il y a quand même eu peu d'exemples dans Il y a l'histoire. eu militaire historien avec César, mais... Entre celui-là et Marcel Bigard, par exemple, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de philosophe. Bon, eh ben moi je donne ma langue, en tout cas, et toi, là? Mais non, je vois pas du tout. Sark Aurèle. Sark Aurèle. Marc Aurèle, Non, Sark Sark Aurèle. On croyait que c'était Marc Aurèle. Ah oui, ça y est, je viens de... C'est en fait Sark Aurèle. Non, mais attention, il va falloir... Moi, je suis vachement rapide. Hein, Non, mais tu te rends compte ce que ça va coûter. Il va falloir reprendre tous les manuels d'histoire. Là, je vous donne une dizaine de trucs. Un mais Sark Aurèle était stoïcien. toute l'histoire est à refaire. Hein, mais c'était ça. Non, mais là. C'était un philosophe stoïcien. Stoïcien. Oui, oui. Sark Aurèle. Ouais. Et aussi, Marfort. Mais oui, fait tout. Sark Aurèle. Bon. Et aussi un grand stratège militaire. Oui. Oui. Qui, alors là, tu avais la réponse, donc attention. Ouais. Qui est considéré comme le premier roi chrétien du royaume des Francs? C'est oui, mais enfin c'est celui qui a fracassé un mec qui avait cassé le vase de Soissons. Exactement. Oui. Exactement. Donc tu dois pouvoir trouver. C'est Sarko Soissons. Non. Comment il s'appelait? Ah bah ça m'échappe. Mais pourtant je le sais, mais là c'était le roi franc. Non mais Clovis. Donc, Sarko Clovis. Clovis Sarko, Sarkovis. tu y es presque. Sarklovis. Sarklovis Ier. Sarklovis. Ah, Sarklovis ça c'est la Ier. sensibilité du musicien. Voilà. Ouais. Encore une ligne à retoucher dans les manuels d'histoire. Ça fait un peu coquillage. Ah ouais. Ah, bah c'est pour ça que Jean, qu'il aime beaucoup les coquillages. les fruits de les mer. Clovis. Bah tiens, on va peut-être se refaire après cette histoire de coquillage. On va peut-être se refaire Fanny de la Ninon. Bon, enfin, je finis mon SAR quiz. Quel grand astronome est le théoricien de l'héliocentrisme? Alors là, je préviens, il n'est pas français, mais son prénom
C'est, Je peux vous donner une indication. c'est un physicien Son prénom francisé, un évidemment. physicien de la Renaissance, non? Italien? On n'a pas le droit de poser des questions? Alors là, tu m'embêtes parce que les dates, je les ai pas notées, les dates précises. C'est pas... On est dans les années 1500. Oui, bah c'est ça, voilà, c'est ouais. Sapernic ou ça... Tu y es pas loin. Oui, c'est C'est pas loin. Son prénom, c'était quoi? Je sais pas. Je sais que c'était son nom, ça finissait par Nick, ça commençait par Copernic, mais son prénom je connais pas. L'héliocentrisme, je rappelle que c'est la théorie selon laquelle c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Sarkolisme. Et non. Et non pas l'inverse comme on le croyait jusque-là. Ce qu'on croyait aussi jusque-là, c'était que le grand théoricien de l'héliocentrisme, je crois qu'il était d'origine polonaise, mais ça reste à vérifier, s'appelait Nicolas Copernic. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkopernic. Encore une ligne à retoucher. Qui fut un grand contrôleur général des finances sous Louis XIV? Sarko-Fouquet. Non, sous Louis XIV. Ah, sous Louis XIV, Non, enfin, inspecteur général des finances. C'est pas intendant. Ah oui, c'est Colbert, non? Il remplissait les caisses, il les vidait pas. C'est la différence avec Fouquet. C'est pas Colbert. Si? C'est Colbert, c'est ce qu'on croyait jusqu'ici. Sarcolbert. Sarcolbert. Exactement. Sarcolbert. Ah non, mais alors, moi j'ai la tête qui commence à... Fouquet vidait les caisses. Oui, il était plus sympathique. Oui, pour construire vos vicomtes, qui a lancé le premier appareil. Là, on fait un petit bond quand même. On est plutôt au début du XXe siècle, ou non, fin du XIXe. C'est la fin du XIXe, ça doit être dans les années 1880, je ne sais pas exactement. Qui a lancé le premier appareil à pellicule photographique. Et là, quand même, je vous donne un indice, ce n'est pas un être humain, c'est une marque. Enfin, c'est un être humain qui avait créé une marque. Voilà. L'être humain en question, lui, s'appelait George Eastman. Et c'est bien sûr la marque Kodak. Oui. Donc Sarkodak. Sarkodak. Ça fait un peu Sarkodak basse-cour. Qui a lancé. Sarkodak. Ça fait un peu basse-cour, j'aime bien. Sarkodak qui a lancé le premier appareil à pellicule photographique. Et alors, quel natif de Neuilly, je vais un peu accélérer pour qu'on ait le temps de tout faire, a monté la première expédition française en Antarctique? On pensait que c'était Jean-Baptiste Charcot. Mais c'est Sarko. Jean-Baptiste Sarcot, tout ça. C'est Sarko avec un T. Qui est le père de l'astronautique soviétique, un peu moins connu chez nous, mais bon. Je sais pas. On pensait que c'était Korolev. C'est Sarko. C'est Sarko-Korolev, bien sûr. Et enfin, là, c'est nettement plus facile. Qui a joué du pipeau le 9 novembre 2009 alors qu'il était au pied du mur? Nicolas Sarkozy. Eh oui, c'est lui. C'est bien lui. Ah bon. Voilà. Je croyais que c'était Sarkropovitch. Sarkopovitch. Alors, dans les expos à ne pas manquer, la subversion des images. Ça, c'est une expo qui nous est très chaudement recommandée par Sarah, une de nos invitées. Ça remonte à il y a quelques mois, quand même, l'avenue de Sarah. Mais ça, c'est au centre Beaubourg, c'est du gros. Place Georges Pompidou dans le 4e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 11 janvier 2010. Une expo indispensable. Une large sélection d'épreuves de Man Ray. Pour toi, Alain, qui adore la photo. Hans Belmer, Raoul Hubac ou Maurice Tabar. Réunis aux côtés d'images inédites, révélatrices des nombreux usages surréalistes de la photographie. Collage d'artistes renommés tels Paul Éluard. Eh oui, on ne savait pas forcément que Paul Éluard avait fait On connaît ceux de Prévert, pas ceux d'Éluard. André Breton aussi a fait des collages surréalistes. Antonin Artaud, Léo Mallet. Quelqu'un qui est apprécié dans la maison. Ou Victor Brauner. Près de 400 œuvres en tout, pour un panorama vraiment exceptionnel. Et puis Fauve et expressionniste, ça c'est au musée Marmottan, qu'on appelle aujourd'hui le musée Marmottan Monet. C'est 2 rue Louis Boilly dans le 16e arrondissement, quartier chicos, mais n'hésitez pas à y traîner vos guêtres. Déguisés. Déguisés si vous voulez. Ça c'est valable aussi jusqu'au 20 janvier 2010, une semaine après, celle du Beaubourg. Une 50aine d'œuvres pour apprécier l'évolution de l'art moderne au début du XXe siècle. Alors de Munch à Van Dongen, de Vlaminck à Gross,
Je suis sûr que tu adores Grosse. Ah oui, Robert, ouais. oui. En passant par les artistes de Die Brücke, on retourne en Allemagne, ou ceux de Der Blaue Reiter, l'Allemagne encore. Le visiteur est immergé dans l'avant-garde de cette époque épique. Merci beaucoup, Jean. Avant de passer la guitare et la voix à Alain, j'ai moi-même quelques petites annonces récurrentes. Bon, pas celle-ci qui est un peu particulière, c'est Le Monde Libertaire, vous savez, ce grand magazine anarchiste qui paraît tous les mardis, je crois, que vous pouvez trouver en kiosque, mais que vous pouvez aussi trouver à la Librairie Publico, fait appel aux lecteurs pour un hors-série consacré à leurs textes, qu'il faut envoyer avant le 30 novembre à l'adresse suivante, publico/ML des lecteurs, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, ou mldecteurs@yahoo.fr. Alors, je précise que les articles ne doivent pas faire plus de 5000 signes, et que, afin de permettre le plus de points de vue possible, nous demandons aux auteurs de limiter leur texte à 15 000 signes. Ah non, une page compte environ 5 000 signes et il ne faut pas qu'ils en envoient de plus de 15 000 signes, c'est-à-dire de plus de 3 pages. Voilà, et c'est alors je peux vous donner quelques indications. Nous vous les soumettons entre patience et urgence. Quels délais pour un véritable changement de société? Une réflexion sans action est-elle de l'avenir? Comment combattre la soumission pour éviter que ne perdurent les systèmes d'aliénation, etc., etc., etc. Dans l'esprit du monde libertaire. Et que évidemment, comme toutes les semaines, je me permets de vous signaler que ce magazine existe, que ce serait bien que vous le lisiez, que vous y abonniez. Et puis Jean vous parle tous les mardis aussi de la Librairie Publico, où vous pouvez commander les livres dont il évoque des textes dans cette émission. Et aussi que vous pouvez nous soutenir en achetant la carte d'auditeur de 20 €. Voilà. Tout ça à la Librairie Publico, 145 rue Amelot, à Paris, dans le 11e. Et allez, un petit coup de numéro de téléphone, 01 48 05 34 08. Voilà, alors on remercie, mais alors vraiment c'est plus qu'un merci, je sais pas comment on peut faire, on peut s'allonger par terre. Alain Fregnault... Ça fait secte un peu. Oui, on nous traite parfois de sectaires, alors qu'on est vraiment pour quelque chose de différent, mais bon. Alain Fregnault qui a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir participer à cette émission, de chanter en live dans cette émission, je dois dire que personnellement c'était pour moi assez bouleversant. On va lui dire au revoir, le remercier, et il va nous finir, c'est le cas de le dire, en chanson. Et moi je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et puis on reste ensemble sur la chanson de fin. Un petit temps des cerises avec tout le plateau, la régie, tout le monde s'y met, quoi. Ça fait au moins une cinquantaine de personnes, ça voilà. Risque d'être... On peut chanter que le refrain, peut-être nous. Pourtant, tout à l'heure, il était d'accord. Hein. Non, on y va. Allez. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux couleurs vermeilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chaînes d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne saura jamais fermer la douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Yes, c'est fini. À la prochaine. Allez, salut à tous.